Alors, bienvenue à ce beau panel. Alors, on va parler évidemment d'innovation et recyclage des matières industrielles. Et on m'avait dit, on veut du concret. Donc, la bonne nouvelle, on ne peut pas avoir un environnement plus concret que ce qu'on a aujourd'hui. Alors, c'est très, très, très réaliste. Et puis, ben, on a surtout des gens qui ont fait des projets, qui en font et qui en ont d'autres à faire. Alors ça va être intéressant de discuter sur, bien, il y en a qui ont commencé plus longtemps d'ailleurs, il y en a qui ont commencé plus longtemps à vivre un genre d'économie circulaire. Et bien, on va discuter de tout ça. Donc, je vous invite même, donc je veux ça très interactif. Alors, les participants vont pouvoir n'importe quand interagir avec moi. Et même dans la salle, alors, il y aura une période de questions à la fin, mais si jamais quelqu'un a une question brûlante, on va être ouvert à ça, on va y aller doucement. Alors, première chose, peut-être une courte présentation, Madame Veillette. Alors, dites-nous qui vous êtes, ce que vous faites, où est-ce que vous travaillez, quel genre de produits que vous fabriquez. On va savoir à qui on a affaire sur ce panel. Donc, bonjour, mon nom est France Veillette, je suis chef environnement à l'usine Bridgestone de Joliette. Nous, à l'usine Bridgestone, on fabrique des pneus, donc des pneus pour automobiles, camions légers et véhicules utilitaires sport. On fabrique des pneus tant pour le marché d'équipements d'origine, donc pour les véhicules neufs, que pour le marché de remplacement. Excellent. Alors, deuxième participant. Oui, évidemment. Ah, deuxième participant, c'est de ce côté-là. Monsieur Daragon, c'est YKK. Bonjour, Frédéric Daragon, directeur de maintenance, environnement et santé-sécurité. Un gars plein d'énergie. YKK est une filière, on est dans 72 pays à travers le monde. Nous faisons des fermetures à glissières snap and button et aussi des courroies des sangles de sécurité. Une usine de 135 employés. Puis on est dans l'environnement depuis les 20 dernières années avec beaucoup de programmes intensifs. Oh, petit problème technique. Je suis dur à entendre. Bon. Merci. Et notre troisième participant, M. Reynaud de chez Lovepack. Bonjour, Eric Reynaud. Donc, je suis le contrôleur corporatif de la compagnie Lovepack. Donc, on fabrique des emballages à destination de l'industrie en B2B essentiellement. Donc, globalement, nos emballages sont faits essentiellement à partir, bien sûr, de carton, de mousse et de bois. On a 3 entreprises. On a trois usines, ici à Montréal, une autre à Québec et une autre au Mexique. Et on a également de la sous-traitance au niveau de l'Asie. Donc on est quand même assez bien établi en termes multinationaux, même si on reste quand même une PME. Excellent. Merci beaucoup. Alors, j'ai mis une page, je ne vais pas prendre tout ce temps-là. Alors, je suis Michel Rio, je suis un professeur. Je suis un ancien praticien, 10 ans avant de travailler. Je suis à l'ETS depuis plus de 20 ans. Alors, je fais avancer ça vite. C'est plus pour vous laisser des traces parce que vous aurez accès à tout ça. Donc, en résumé, je suis aussi une journée par semaine un commissaire à l'innovation au Centre d'expertise industrielle de Montréal. Mais je suis un professeur à temps plein, très régulier. Je fais partie d'un beau laboratoire numérique. Alors, ça fait déjà plus de 10 ans, nous, qu'on s'intéresse aux entreprises numériques. Donc, on a un gros laboratoire, 12 profs au moins dans ça. Et il y a un petit gratin, le petit groupe de recherche-action en transformation et innovation numérique, ce que je m'occupe. Et on est en train de lancer le Centre d'innovation et de productivité qui est dédié à mettre des étudiants de maîtrise dans vos entreprises. Donc, ceux qui ont des pénuries de main-d'œuvre, bien, effectivement, on est en train de faire une belle courroie de transmission entre l'ETS et l'industrie pour vous fournir des compétences. Alors, fini pour ma présentation. Peut-être juste la réalité québécoise. Donc, j'étais bien content au tout début. On a eu une belle présentation de Recyc Québec. J'aimerais faire un examen, mais bon, on ne le fera pas, il y a un peu de bruit, là, mais quels étaient les faits saillants à retenir de cette belle présentation-là? Donc, on fait beaucoup au Québec, on fait beaucoup d'efforts, mais le rapport, donc ceux qui ne l'ont pas déjà téléchargé, évidemment, on vous invite à le consulter. Là, je pense que c'est un rapport très important pour se donner un portrait de la situation. Et on a vu des beaux dessins, donc on ne va pas analyser ça en détail, de toute évidence, mais vous voyez quelque part la fabrication, il y a plein de choses qui convergent, donc on se doute bien qu'il y a des choses intéressantes à faire côté fabrication pour améliorer notre niveau, notre indice de circularité. Et il y avait évidemment un chiffre magique, alors ça aurait dû être ma question d'introduction.
Quel était le chiffre magique qu'on a retenu ce matin de la présentation de Recycle Québec? Évidemment, 3,5 %. Alors déjà, on avait dit à 3,5 %, si jamais j'avais des étudiants qui avaient 3,5 %, je vous jure qu'ils ne passeraient pas, mais le Québec, ça ne veut pas dire que c'est catastrophique. Ça veut juste dire qu'on a plein d'opportunités. La bonne nouvelle, on a plein d'organismes pour nous aider à faire avancer ça. Donc, ce chiffre-là, 3,5 %, on peut juste l'améliorer. Rendu là, je pense qu'on ne pourra pas le baisser plus que ça. Et on va surtout voir dans la pratique maintenant. Dans la pratique, comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre sort. Donc, dans le rapport, vous trouverez plusieurs principes, donc assez intéressants, où est-ce que, je n'ai pas envie de lire tout ça, évidemment, là, ce document-là vous sera rendu disponible, donc vous pourrez regarder ça doucement, qui va être un petit résumé sur le rapport, qui est sur la circularité. Alors, on a différents principes, et ces principes-là, on va essayer de les trouver tout à l'heure. Donc, parmi les cas d'application, donc les entreprises qui font des choses, ça va être intéressant d'aller voir. Évidemment, dans les grands objectifs, la fabrication en est un, et ce n'est pas pour rien qu'on a trois entreprises manufacturières ici. Alors, allons-y doucement comme ça, et on va y aller avec, à tour de rôle, donc on va répondre dans un ordre comme ça nous tente. Le premier, peut-être, allons-y avec l'intérêt pour l'économie circulaire. Donc, je dirais, je vais faire des tours de table. On va commencer par les dames. Dames d'abord, évidemment. Alors, peut-être juste de dire, chez vous, autant personnellement, votre intérêt, parce qu'on sait que c'est souvent des passionnés qui sont les leaders dans ces entreprises-là où il se passe de quoi. Donc, autant d'un point de vue personnel que peut-être d'un point de vue corporatif, d'où vient le leadership, qu'est-ce qui arrive avec l'intérêt pour l'économie circulaire et peut-être le développement durable. Là, pour l'instant, on peut les mélanger. Okay. Donc, d'un point de vue personnel, mon intérêt pour l'économie circulaire, c'est en fait réduction du gaspillage, réduction de l'empreinte écologique de la fabrication, étant responsable en environnement. D'un côté corporatif, en fait, l'intérêt pour l'économie circulaire, ça nous aide beaucoup à aller vers la rencontre de nos objectifs, que ce soit les objectifs à long terme, qui sont la carboneutralité, ou vouloir que notre produit soit fait à 100% de matières renouvelables, ou nos objectifs courants, en fait, continuer de les atteindre, maintenir nos résultats de zéro déchet à l'enfouissement. Good. Et chez Lovepack, d'où viennent les intérêts envers tout ça? Chez Lovepack, en fait, ça vient... La source est venue du président, donc du créateur de Lovepack, qui lui voulait monter un business d'emballage, mais vraiment avec un modèle d'affaires essentiellement, je dirais, optimisé au niveau de l'environnement et de son impact environnemental. Donc c'est devenu très très tôt, puisque Lovepack existe depuis 20 ans. Je pense que l'accent a été fait à l'origine, et là on voit une accélération sur les innovations, sur les initiatives qu'on veut faire, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très long terme. Au niveau personnel, bien sûr, je dirais dans mon domaine d'affaires, puisque comme je suis contrôleur au niveau de la finance, c'est plus de créer justement, de valoriser nos déchets, nos rebuts, pour obtenir un taux de retour encore plus important en fait. Excellent. Et chez Waikiki, est-ce qu'il y a de l'intérêt ou il n'y a pas d'intérêt? Chez Waikiki, on a un grand intérêt. C'est commencé la maison mère, nous, on est une compagnie japonaise, donc c'est implanté depuis déjà plusieurs années au Japon. On a été demandé à avoir des objectifs très agressifs dans les dernières années, et ça va de plus en plus. Il y a aussi côté monétaire qu'on a développé. Ils ont vu que moins de déchets, plus on recirculé, donc il y a de l'argent au bout à faire aussi, qui est un intérêt majeur dans notre industrie pour être compétitif. Aussi pour les générations à venir, étant nouvellement papa depuis les dernières années, donc j'ai à cœur aussi l'avenir pour mes enfants. Puis c'est dans des gestes très très simples, pas obligé d'avoir des gros systèmes, juste commencer, puis boule de neige va venir. C'est un peu comme ça ici qu'on travaille chez Waikiki. Il me semble que j'ai déjà entendu une anecdote du président fondateur. Il y a une vision intéressante. Le président fondateur, dans son message, il a même écrit des livres sur le fondement et la philosophie Waikiki. Chaque employé est considéré comme un arbre et Waikiki est une forêt. Donc, vous allez avoir des arbres matures, des jeunes arbres, une forêt différente, mais c'est un message fort que
tout employé a une contribution pour créer une belle forêt. Toute personne est différente, mais l'ensemble fait une belle chose. Ça fait des belles racines pour Ouais. faire évoluer tout ça. Excellent. Alors, on va avancer un petit peu dans des choses sur l'évolution des démarches et peut-être qu'on peut continuer dans ce sens-là encore pour l'instant. Moi, j'aimerais savoir, chez Bridgestone, bon, ça a commencé quand ce genre de démarche-là? Ça a évolué? Il s'est passé quoi? Quels sont les projets, les succès passés, là? Bien, ça fait quand même un certain nombre d'années que les démarches ont commencé. Je vous dirais, par rapport à notre gestion des rebuts, depuis 2015 qu'on a atteint notre objectif de 0 rebut à l'enfouissement, donc 100% recyclage ou valorisation énergétique. Puis je vous dirais que malgré que ça semble avoir été atteint il y a plusieurs années, ça demeure un combat de tous les jours pour réussir à valoriser nos déchets, réussir à maintenir des fournisseurs, des entreprises qui vont prendre ces rebuts-là, puis juste à l'intérieur de l'usine aussi pour maintenir la qualité de ces rebuts-là. Dans le fond, il faut que les gens comprennent bien là, à l'intérieur de l'usine que oui, pour eux, c'est un rebut, mais pour quelqu'un d'autre, c'est une matière première. Là. Fait que donc, il faut instaurer là, un peu un respect de la matière qui est à disposer. Puis, il y a aussi, dans les démarches qui ont été entreprises, bien, c'est vraiment d'essayer de tout ce qui peut être gardé à l'usine, de le garder à l'usine. Si, par exemple, il y a un rejet, un produit avec un défaut, si on peut le réparer, si ça ne met pas, en péril là, la sécurité du produit ou son intégrité, si ça reste un défaut esthétique ou quelque chose comme ça, bien, ce qui peut être réparé va être réparé. Fait que dans le fait, l'emphase doit être sur ne pas faire de déchets là, pour vraiment faire des produits finis. Puis tout ce qui peut être réintégré au procédé, là, on a des équipes qui regardent aussi pour ajuster notre façon de fabriquer. Des procédés très énergivores exactement, là, par nécessité, là, donc ça, il y a nécessairement des gains. Pour réutiliser tout ce qui peut ne pas sortir de l'usine comme matière à être gérée, bien, c'est important de le garder à l'interne. Puis après ça, bien, pour tout ce qui doit sortir à l'extérieur, bien, s'assurer que ça va être recyclé là, en premier lieu ou bien valorisé. Excellent, beau projet. Et chez Lovepack, qu'est-ce qui s'est passé depuis les derniers? En fait, chez Lovepack, on a historiquement un taux d'utilisation de matières recyclables assez élevé puisqu'on utilise du carton brun. Donc, on est déjà consommateur de carton déjà initialement recyclé. Donc, on tourne à peu près historiquement à un taux de recyclage de 93%, ce qui est bien. Avec la pandémie, c'est sûr qu'on a eu des défis à maintenir ce taux de recyclage parce que avec les chaînes d'approvisionnement, le problème des chaînes d'approvisionnement, ben, on a dû partir sur des produits à plus haut coût, etc. Donc être un petit peu moins regardant sur la composition de recyclage au niveau du carton. Bon, là, on commence à revenir et on a un objectif d'arriver à 97% d'ici 2-3 ans. Donc on a travaillé sur les 2 dernières années essentiellement sur les composantes mousse, qui était vraiment pour nous un défi, parce que cette mousse, en fait, on n'arrivait pas à la remettre dans le circuit économique. Et on a travaillé avec 2 de nos fournisseurs pour que justement ils puissent nous les reprendre et élaborer un nouveau produit qui nous reship par derrière. Maintenant, on va s'attaquer, une fois ce problème résolu là, on va s'attaquer au niveau du bois, notamment sur notre usine de Québec, puisqu'elles sont essentiellement consommateurs de bois en fait. Et donc là, on a un projet, on va profiter, puisqu'on doit étendre cette usine, on va profiter justement de cette extension pour acheter un équipement qui va nous permettre de compacter les résidus de bois et pour, je dirais, refaire du 2x4 et le remettre dans nos produits. Donc, c'est bien de voir des objectifs ambitieux. C'est pas dur à dire, mais quand c'est un contrôleur général qui les dit, là, après, il faut s'assurer que ça se mette en œuvre. L'engagement est plus fort. Excellent. Et chez Waikiki, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu de bon? Nous, on a commencé avec ISO 14001 en 1999. Quand je me suis joint à l'équipe, on avait un taux de recyclage de 62%.
Et ce qui a commencé à faire boule de neige a été l'implantation d'une baleuse, qui était dans un programme que j'avais trouvé qui ne coûtait rien à la compagnie. Et c'est pas mal ça qui a mis l'engrenage en route. Donc la compagnie a vu qu'on sauvait de l'argent, on augmentait nos taux de recyclage. On a fait aussi diminuer les bacs de poubelles. Au lieu d'avoir des gros containers, on a diminué, on a mis des stations de recyclage et de compost. Dernier projet qu'on a fait, là présentement en recyclage, on est rendu à 95 %. L'objectif est de 98 dans 2 ans. Donc, ma prochaine étape, c'est d'implanter le compostage pour aider encore une fois dans le recyclage. Gros projet cette année, on a changé tous les lumières de l'usine pour le LED, donc ça équivaut à 1300 luminaires qui ont été convertis au LED, une économie d'énergie de 20 %. Et notre plus gros projet qu'on est en train présentement, nous allons implanter un système de géothermie pour sauver le gaz et l'électricité. C'est le plus gros projet qu'on a comme objectif d'avoir l'implantation en août 2024. Et ce qui est le fun d'entendre, c'est que vous faites du recyclage et ce n'est pas parce que vous faites des produits de basse qualité. Hein. Peut-être que ça n'a pas été mentionné jusqu'à quel point est-ce qu'il y a des... Nous, on a on est une usine, on n'est plus dans le Waikiki, Canada. On n'est plus dans le mass production. On est rendu dans les produits de haute valeur ajoutée, des clients comme Arc'teryx, Canada Goose. Puis, aussi, ce qu'on a commencé à développer, avant certains produits, on réutilisait 2 % de matière qu'on remettrait dans notre fermeture éclair. On est rendu à 8 %. On fait des tests pour savoir jusqu'à la limite de où ce que ça va affecter. Ce que la pandémie a apporté et aussi le problème d'approvisionnement a apporté son bon lot aussi, a apporté qu'on est plus penché, on fait plus de développement. On a tout le temps été à 3 %, puis 3 % c'était correct avant. On n'avait pas d'économie, on ne voyait pas le bout. Pourquoi investir? Suite à les chaînes d'approvisionnement, un client, excuse-moi, mais ton matériel va arriver dans 12 semaines au lieu de 3 semaines. Il a fallu trouver des trucs comme, OK, il faut avoir assez de matière pour produire. D'où là l'importance de comment on peut réinvestir, comment on peut remettre dans notre procédé. On est en train de changer une ligne au complet de produits qu'avant étaient produits aux États-Unis avec certains fournisseurs. Donc, délai produit ici, il s'en allait aux États-Unis, il revenait, on les réinspectait. On est dans le processus concret dans les prochaines semaines de produire directement à nos usines. Donc, on vient d'éviter approvisionnement, coût de matière, développement, transport. On touche du bois pour que ça fonctionne, mais c'est dans nos gros projets cette année. C'est un revirement de situation énorme. La pandémie a fait aussi avec la crise d'employés. On est tout en train de revoir nos chaînes aussi, même dans l'usine, rendre ça plus linéaire. Donc. Excellent. Good. Alors, maintenant qu'on vous connaît, on sait ce que vous avez fait de bon, on peut regarder un peu les facteurs de succès. Ça m'intrigue toujours de savoir, parce que tout le monde, j'imagine, veut faire des projets qui sont bons pour l'environnement, mais c'est peut-être pas si facile que ça. Donc, il y a toutes sortes de critères économiques et tout, mais je suis curieux de savoir, chez vous, ça s'est passé comment? Quels étaient les facteurs de succès? Et peut-être des facteurs d'échec si jamais il y a des projets qui ont moins bien fonctionné. Donc, qu'est-ce qu'on a à partager là, sur les facteurs de succès et d'échec? Bien, je dirais, de notre côté, les facteurs de succès, c'est certainement d'impliquer tout le monde dans l'entreprise. Il faut que tout le monde veuille que ça marche. Donc, d'y aller avec des programmes de sensibilisation, de communication, d'information. Une fois, dans le fond, tout le monde veut bien faire. Fait qu'une fois que les gens comprennent le bénéfice de bien faire les choses, bien, ils sont intéressés à le faire. Puis en fait, à partir du moment où la main-d'œuvre est convaincue, bien après ça, c'est difficile de faire le pas, de les convaincre, mais une fois qu'ils sont convaincus, en fait,
Là, il faut être prêt parce que les gens vont nous pousser dans le dos, puis on n'a pas le choix. L'échec n'est plus vraiment possible à ce moment-là parce que c'est surveillé, les gens vont pousser, vont vouloir aller encore plus loin. Fait que c'est vraiment de réussir à sensibiliser, convaincre les gens, puis après ça va un peu de soi. Il faut maintenir le rythme, là, par contre. Okay. Puis spécifiquement chez vous, donc chez Bridgestone, on a quelqu'un qui est responsable de l'environnement, c'est merveilleux, donc nécessairement quelqu'un qui est dédié, c'est bien, mais comment on fait pour que ce ne soit pas les projets de Mme Veillette plutôt que les projets de Bridgestone? Alors souvent, quand quelqu'un est très dédié, bien, ça a un avantage, on a du temps pour le faire, mais souvent ça finit par être « Ah, c'est ça, c'est projet », alors qu'il faudrait que ce soit nos projets. Comment ça se passe chez vous pour aller chercher plus d'adhésion, là? Bien, ça se passe relativement bien. En fait, on est une extrêmement petite équipe environnement. Sur 1500 employés à l'usine de Joliette, là, on est 1,5 en environnement. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas tout faire. Fait que c'est sûr qu'on ne fera pas tout non plus. C'est vraiment de faire partir la roue. Mais on a divers comités, que ce soit des comités santé, sécurité, environnement, où les gens s'impliquent. De vraiment aller rencontrer les gens, de leur expliquer, puis donner les responsabilités là, dans les secteurs de fabrication aussi. Là. Entre vous et moi, là, mettons que personne, avez-vous eu des échecs? Est-ce que vous avez trouvé des critères d'échec ou des facteurs d'échec qui parfois faisaient que si ça c'est présent, le projet ne marchera pas ou pour l'instant tout va bien, il n'y a que des succès? Bien, en fait, pour l'instant, tout va relativement bien. Ce qui est peut-être le plus difficile, bien, c'est sûr que le but, c'est de faire moins de déchets en premier lieu. Fait que ça, c'est plus la responsabilité de l'usine, puis que les déchets soient correctement séparés pour pouvoir les gérer à l'externe après. Mais par contre, de gérer les déchets à l'extérieur, c'est la partie la plus difficile pour laquelle on a des échecs de temps en temps. Là, on doit faire des pas de recul parce que un fournisseur qui prenait certains rebuts ne peuvent plus les prendre ou finalement, il y en a d'autres qui sont plus faciles à procéder que les nôtres. Donc, on va être laissé tomber un peu. Fait que le fait de jongler, là, à toujours réussir à avoir des fournisseurs qui vont prendre certains de nos flux de déchets, c'est l'élément le plus difficile. Est-ce que l'information est partagée autant quand ça va bien, quand ça va mal, donc quand il y a des trucs qui se mettent un petit peu à dérailler, là, est-ce que c'est partagé? Est-ce que les gens sentent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas ou c'est juste la petite gang d'environnement qui sonne la cloche en disant « Oh, ça va mal ». Non, en fait, c'est important de le dire. Il faut être transparent. Il faut que les résultats soient vraiment connus. Il faut que les gens soient au courant de ce qui se passe. Puis, non, parce que ça serait un facteur d'échec de ne pas être transparent, là, en fait, parce que les gens surveillent ça aussi. Fait que si la journée où les gens apprennent que le déchet qui s'est forcé à mettre dans tel contenant, finalement, est plus recyclé, il est envoyé à l'enfouissement, mais il y a comme un peu un décrochage, là. C'est plus difficile de reconvaincre les gens après. Fait que c'est important d'être transparent puis d'expliquer les raisons pourquoi, bon, on fait un pas de recul, on était à 100% enfouissement, on est malheureusement présentement à 2% vers l'enfouissement, mais on est à la recherche de nouveaux fournisseurs. On a finalement trouvé des nouveaux fournisseurs. C'est important de garder les employés informés. Excellent. Excuse-moi. Oui. Je t'entends dire depuis tantôt « échec ». Ah, c'est pas le bon mot, hein? Nous, c'est un de nos points, il ne faut pas avoir peur d'essayer. C'est sûr qu'il va en avoir, on a dit des échecs, nous on appelle ça des opportunités. C'est-à-dire, don't risk failure, essayer, des fois tu vas faire 2 pas en arrière pour revenir 3 pas en avant. La meilleure façon de pas avoir d'échec, c'est de rien essayer. On ne dit jamais échec, on dit on a une opportunité d'amélioration. Good. Juste un petit... Bien, continue donc, dis-nous donc chez vous vos critères de succès et de pistes d'amélioration. C'est sûr que le point premier, il faut que la haute direction soit impliquée. OK. On les implique comment? Souvent, ils ne sont pas nécessairement toujours à regarder ce qui se passe dans le détail? Non, ils n'ont pas besoin d'être là, mais il faut qu'ils soient pour, il faut qu'ils mettent les ensembles, les points, en parler aussi souvent dans les meetings, dans les projets de gestion. Il faut que ça soit mis de l'avant. Si la haute direction met l'avant le but et les goals d'avoir le recyclage, bien, il faut que ça soit mis à l'avant et aussi avoir des objectifs atteignables.
C'est pire on aime mieux, nous, avancer de 0,5 %, se mettre un objectif de 0,5 % puis le dépasser que de se mettre un objectif de 3 % puis être limite à l'avoir. Avoir les employés, il faut tout le temps qu'il y ait une personne qui soit en charge. Ça ne veut pas dire que ce soit la personne en environnement, mais au moins impliquer un employé, une personne qu'on appelle le chef. C'est lui qui va s'occuper, il va pousser le projet. Nous, c'est ce qu'on a fonctionné le mieux. C'est si on met plusieurs personnes sans tâches attribuées, tout le monde attend que l'autre personne avance le projet. Il faut avoir vraiment une personne, c'est pas obligé que ça soit sa tâche à temps plein, mais au moins une fois par semaine qu'il fasse un suivi. Le suivi aussi est, comme on dit, au début on a l'emballement, ça va bien, puis là après 2-3 mois, ça commence à s'essouffler, puis là c'est là le temps critique. C'est là qu'après, tu crées l'habitude, tu crées la routine sur les employés, chez le monde. OK, je le fais parce que je l'ai toujours fait, mais c'est souvent dans les 2-3 premiers mois que c'est critique. S'il y a un relâchement, ça a tendance à être oublié, mis de côté, et là, le repartir, c'est plus difficile. Nous, on a essayé le compost. Je l'ai essayé, puis finalement, je n'ai pas fait ce qu'il y avait à faire. Après 2-3 mois, on a fait « OK, ce projet est beau », puis finalement, on s'est rendu compte que c'est mort dans l'œuf. Donc, j'attends 2-3 ans pour le remettre en place pour être sûr que là, cette fois-ci, il va partir. C'est une opportunité. On n'a pas vu ça comme un failure. On a vu ça comme, bon, ben, on n'a pas pris les bonnes méthodes pour arriver à nos objectifs. Tout le monde est en pénurie de main-d'œuvre, tout le monde a des commandes en retard, tout le monde a tout. Comment on fait pour laisser de la place à toutes ces préoccupations-là puis à démontrer que ça en vaut la peine? Ben moi, je l'ai apporté avec un chiffre de dollars, c'est plate, mais les dollars parlent. Gestion de déchets avant coûtait X milliers de dollars et présentement, avec ce qu'on fait, ça nous coûte moitié moins. Donc ça ne coûte pas toujours cher d'être un bon citoyen. Non, c'est ça. Fait que quand tu amènes des chiffres au début, ben là, ça met le roulement. Oui, les employés, mais des petits projets, pas obligé que ce soit des gros projets, juste commencer par baby step. Exact. Puis c'est mieux que rien. Nous, on a tout dans cette vision-là. Il y a des années qu'on a fait des petits projets, puis il y a des autres années qu'on a investi pour les lumières. On ne fait pas ça tous les années, mais à tous les années, on a au moins un objectif de réduction, soit l'eau, l'air ou les déchets, mais on a un petit objectif à tous les années qu'on poste, on met en avant, on fait de la promotion, prend 30 secondes juste afficher, demander aux superviseurs d'en parler durant leur meeting s'ils en font. Pas obligé d'en parler pendant 25 ans, comme là, une journée comme on fait aujourd'hui, juste tout le temps un petit peu, ça va finir par embarquer. Puis nous, on est rendu à un point que c'est même des superviseurs ou des employés qui viennent me voir. « Hey, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire ça? » Go, vas-y, essaye. Ça, c'est une des questions. Comment on fait pour mettre ça dans le plan stratégique de l'entreprise? Est-ce que c'est la haute direction qui les dit voici? Ou Au début, c'est mis par la haute direction, puis là, on est rendu dans l'inverse. Maintenant, on a sur nos gros projets, mais souvent des petits projets viennent des employés. Quand moi, j'ai un employé qui vient voir, je m'organise pour, je sais pas moi, qu'il soit libéré peut-être 1 heure ou 2 semaines. Je vais voir le superviseur, est-ce qu'il peut m'aider 1 heure par 2 semaines? D'après moi, on est capable de rentrer ça. Puis on est en train de l'implanter aussi pour la santé et sécurité. Oui, les employés, on a une perte de main-d'œuvre, mais pour les garder en place et les garder ensemble, il faut leur donner aussi. Il y a certains employés qui ne veulent rien savoir, mais ceux qui veulent, ça va être un incitatif pour rester. Okay. Là, je suis payé un peu moins cher, mais j'ai la possibilité d'avancer. Donc, c'est un couteau à double tranchant. Oui, on a moins d'employés, mais comment on fait pour les garder? Et c'est des projets environnement, surtout avec les jeunes. Les jeunes, hein? Oui. Il y a une volonté politique qui va grandir. Excellent, merci. Et chez Lovepack? Oui, chez Lovepack, en fait, je reviens un petit peu. On a suivi à peu près le même pattern qu'au Waikiki. À savoir, ça a commencé avec la haute direction. Donc, c'est sûr qu'il faut que la haute direction soit impliquée là-dedans, parce que c'est vrai qu'au début, vous allez partir avec des petits projets qui n'ont pas forcément d'impact financier, jusqu'à partir sur des investissements, des changements de process assez importants au niveau des achats, de la production ou bien carrément de la logistique. Donc, je dirais qu'il va certainement à un moment avoir des affrontements entre ces différents points de vue et ces différents objectifs. Donc il faut vraiment que la haute direction soit implantée. Donc ça a été dès le départ. Et d'ailleurs, on a toujours un suivi régulier. Donc tous les trimestres, la haute direction
Il y a un suivi qui est fait au niveau des nouveaux projets, où on en est, les next steps, etc. Et ensuite, je dirais, pour nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé, on n'a pas une personne qui est dédiée spécifiquement à l'amélioration au niveau de l'environnement, c'est qu'on a un comité. Ce petit comité, en fait, il est composé de gens de la direction, du patron de la production, mais aussi également des employés, avec, je dirais, différents profils. Et c'est ça, une fois que je dirais que la roue a commencé, après on laisse tourner, et puis ça vient également, les initiatives maintenant viennent des employés. Et à titre d'exemple, maintenant, je dirais, celui qui chapeaute ce comité est un employé. C'est même pas un superviseur ou quelqu'un de la haute direction, c'était la personne la plus intéressée qui donne l'impulsion du moment. Donc c'est lui qui a les plus gros, je dirais, les projets en cours les plus importants. Et c'est lui actuellement qui dirige ce comité-là. La personne la plus intéressée, on l'a choisie ou elle se révèle et puis on vit avec et puis on lui donne des moyens? Dans notre cas, très clairement, elle se révèle. Et cette personne-là, on l'a embauchée depuis 3 ans. C'est pas par la description de tâche qu'on va arriver? Non, absolument pas. Elle n'avait rien à faire avec ça. Okay. Si vous lisez son CV, très clairement, vous ne saurez même pas qu'elle est très intéressée, qu'elle pourrait donner cette impulsion-là, en fait. Donc, cette personne-là, elle a 3 ans dans la compagnie et je pense qu'elle doit avoir aux alentours de 28 ans. Ouais, c'est intéressant. J'avais dit, vous pouvez intervenir hein, si jamais il y a lieu. Alors, s'il y en a qui ont des questions, c'est pas grave. Il y aura une période à la fin, mais si jamais vous avez quelque chose à dire, ça va nous faire plaisir là, de continuer sur l'élan qu'on est. Alors, une fois qu'on a passé nos facteurs de succès, évidemment, les bénéfices directs et indirects. Et là, bon, déjà, on a vu tout à l'heure que c'est pas nécessairement une ruine hein, de faire ces choses-là. Alors, je vais commencer par l'OFPAC, on va partir par là. Ouais. Chez vous, et surtout, on a un contrôleur général. Non, mais justement, j'allais partir un petit peu à l'inverse, parce que les bénéfices... Je dirais les bénéfices directs sont assez faciles. Vous avez un investissement, un taux de retour, etc., qui est généralement... le taux de retour que vous pouvez vous attendre, c'est généralement un taux de retour standard dans l'industrie. Nous, ce qu'on a fait, nos projets, on voit qu'on a un taux de retour entre 2 et 3 ans pour les investissements qu'on fait. Mais surtout au niveau des bénéfices indirects, si on parlait tout à l'heure de main-d'œuvre, c'est vraiment, je dirais, un argument pour retenir votre main-d'œuvre actuellement, notamment au niveau des jeunes, très clairement. Ils sont de plus en plus intéressés à l'impact environnemental que les compagnies puissent avoir, que les compagnies ont. Et très clairement, je vois au niveau du recrutement, qu'on parlait aussi du recrutement, au niveau des entretiens, c'est quelque chose qui vient de plus en plus. C'est oui, vous faites de l'emballage, c'est très bien, mais qu'est-ce que vous faites pour l'environnement ? Donc ça, je dirais, c'est vraiment un gros impact actuellement au niveau de la rétention de la main-d'œuvre. Également, autre point au niveau indirect, on en parlait tout à l'heure dans le panel précédent, de plus en plus d'entreprises publiques demandent à leurs fournisseurs quelles sont vos bonnes pratiques, quelles sont vos bonnes pratiques en termes d'environnement. Et cela, je dirais, c'est essentiellement dû à ce qui va arriver d'ici 3-4 ans, c'est qu'ils ont de plus en plus de pression à produire des rapports sur quels sont leurs impacts à eux. Et donc, ils sont en train de prévoir le coût et ils sont en train de répercuter ça directement sur les fournisseurs. Donc, si vous voulez aller chercher des marchés avec des grosses entreprises et des entreprises publiques, prenez le pas tout de suite. Et je dirais, l'économie circulaire, c'est ce qu'il y a de plus facile. C'est ce qu'il y a de plus facile à leur montrer comme impact. Parce que oui, on fait des choses, c'est très matériel en fait. On a des taux de recyclage, etc. Et ça, elles adorent. Les entreprises publiques adorent ça. Donc, c'est ça, je dirais. Actuellement, on a des impacts directs, mais c'est vraiment le petit scoop. Regardez un petit peu plus large, regardez vos impacts indirects, et vous verrez que, je dirais, le retour d'opportunité est là. Excellent. Et chez Bridgestone, est-ce qu'il y a des bénéfices autant directs qu'indirects? Oui, effectivement. Côté bénéfices indirects, là, comme disait monsieur, le fait de côté rétention, attraction de la main-d'œuvre.
En fait, le fait de pouvoir se présenter comme une compagnie responsable qui recycle ses rebuts, ça a quand même un impact important. Les jeunes sont de plus en plus intéressés par l'environnement et l'exigent de leur employeur aussi. Mais il y a beaucoup de bénéfices directs aussi. Dans le fond, quand on fait la gestion du rebut, celui qu'on doit sortir de l'usine, oui, le fait de le recycler, le valoriser, pour certains flux de déchets, ça pourrait être plus cher, pour certains autres, ça va être moins cher. Mais en fait, le coût de la gestion du déchet, c'est minime par rapport au coût réel d'avoir acheté la matière première, de l'avoir transformée, d'avoir payé des gens pour travailler dessus. En fait, d'intégrer les principes d'économie circulaire où on répare plutôt que de jeter, où on réutilise dans le procédé, on remet dans le procédé, il y a vraiment un gros impact économique. Parce que le coût de gestion du déchet, oui, il est là, mais c'est infime. Là. Je dirais que c'est 10 fois moins que le coût de produire un déchet plutôt que de produire se départir n'est pas toujours gratuit. Bon, c'est ça, c'est ça. Excellent, merci. Et puis, ils ont pas mal tout résumé. Ils ont tout dit. Je suis persuadé qu'il y a des bénéfices indirects chez vous quand même, ou indirects. Les directs, on a déjà parlé, mais... Indirect, de l'espace. Si tu jettes moins et tu réutilises, tu vas gagner de l'espace. Je te dirais que c'est à peu près le seul indirect qu'on n'a pas parlé ici, que nous, on a été capable de gagner de l'espace interne, qui est tout espace interne qui est utilisé pour la production et non pour les déchets. Il y a un coût relié. Je dirais que c'est pas mal. Avec tout ce que mes collègues ont dit, le seul que je vois de différence, c'est l'espace. On gagne en espace en faisant une meilleure gestion de notre recyclage et si on est capable de réinsérer dans nos procédés, on va gagner de l'espace. Moi, ce que je retiens, c'est qu'au lieu de marquer « nous embauchons » devant la compagnie, il faut marquer « nous recyclons » ou « nous circularisons ». Hein. Ça va être un peu plus attractif, entre autres pour les jeunes. Hein. Oui. Puis même quand on fait la tournée avec tout employé qui rentre chez nous, on a une journée de formation. Puis dans leur journée de formation, on passe par notre centre de recyclage et tu vois tout de suite l'intérêt de certaines personnes qui font « Ah, c'est bon ». Intéressant. Le temps passe vite. Je vois qu'il me reste 8 minutes. C'était avec ou sans la période de questions? Avec. Avec ou sans? On peut? Ben, peut-être juste un dernier petit truc, puis après, on va y aller. Alors, les bons conseils, hein, avant de passer questions d'auditoire, avez-vous des bons conseils? Il y a tout ce beau monde là, qui dit comment est-ce que je devrais améliorer tout mon aspect de circularité ou quoi que ce soit? Je dirais si vous partez de zéro, commencez déjà par vous pouvez avoir des super bonnes idées, très impactantes, qui vont peut-être coûter relativement cher, mais je dirais le principal au début, c'est d'avoir le buy-in. Et pour gagner ce buy-in, c'est commencer avec un projet quick win. Donc très rapide à faire, mais avec des bénéfices également qui se voient, qui sont très très visibles. Et ça va vous permettre, je dirais, de mettre la roue à l'étrier et puis de motiver les gens. Good. Des bonnes recommandations? Bien, je dirais peut-être de ne pas essayer de tout faire en même temps. En fait, on peut relativement rapidement là, être submergé par l'ampleur de la tâche. Fait que je dirais une bouchée à la fois. Okay. Puis à petits pas, on s'en va dans la bonne direction là, à ce moment-là. Il faut être sage, hein? Bâtir une pyramide cet après-midi, c'est pas réaliste. Et puis, bonne recommandation, bon conseil? Un peu comme mes collègues disent, petit projet, pas avoir peur aussi d'investir et regarder pour les retours en investissement et aussi les grants, les subventions. Le Québec, on est submergé de subventions, c'est facile, c'est pas compliqué, puis souvent ça peut faire la différence entre un projet qui va être un long retour en investissement et un très petit. Ça va souvent aider la haute direction. Et le meilleur conseil, pas peur de se tromper. D'avoir le droit de se tromper. Oui. Effectivement, si on ne l'essaie pas, c'est sûr que ça ne marchera pas. Good. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Encore d'autres conseils? Bien, je rajouterais peut-être un élément, de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Il existe, là, vous parliez des subventions, mais il existe aussi beaucoup d'organismes qui peuvent aider les entreprises, que ce soit Recycle Québec
ou d'autres organismes qui sont là puis qui peuvent aider les entreprises à trouver des débouchés, à reconnaître les éléments qui pourraient être recyclables. Fait que donc, de ne pas avoir peur d'aller cogner à la porte de ces organismes-là puis de demander de l'aide. La volonté de vouloir le faire, après, il y a de l'aide. Si on sait ce Exactement. qu'on veut, on va... Peut-être, j'avais aussi votre réseau d'industrie alentour, pas réinventer la roue. Quelqu'un qui a déjà fait le projet, que vous savez, allez le voir, demandez-y comment il a fait, c'est quoi les étapes. Vous venez déjà de sauver 50% de... Partager les de bonnes votre- pratiques en commençant, c'est un bon raccourci. Hein? Excellent. OK. Écoutez, on est rendu à la période de questions. Est-ce que quelqu'un s'interroge ou est-ce que quelqu'un aura à la limite des bons conseils? On est ouvert à tout. Oui! Oui, bonjour, bonjour. Tout d'abord, Nicolas Turgeon, Investissement Québec CRIC. Tout d'abord, merci beaucoup. C'est toujours très précieux d'avoir des entreprises manufacturières qui viennent partager, en fait, les bons coups, mais aussi, j'ai compris, des opportunités. Donc, c'est très, très apprécié. Vous avez parlé beaucoup de retour sur l'investissement et tout ça. Je serais curieux de savoir si vous avez dans vos entreprises respectives des KPI de performance environnementale industrielle. Si oui, et en fait, si vous en avez, lesquels, en fait? Au niveau de l'économie circulaire, on va surtout regarder le taux. Parlez très fort parce qu'il y a des travailleurs qui sont bruyants. Le KPI facile à faire, en fait, au niveau de l'économie circulaire, c'est combien vous allez économiser de matières premières, combien vous allez en remettre en réutiliser par vous-même, je dirais. Ça, c'est celui qui est le plus facile. Ensuite, je parlais tout à l'heure, quand vous allez travailler avec vos fournisseurs, quand vous avez l'opportunité d'envoyer vos rebuts chez quelqu'un d'autre, en fait, c'est de travailler avec lui, voir combien lui va remettre dans l'économie, en fait. C'est pas mal ça qu'on utilise, je vous avoue. Ensuite, on a aussi un coût d'opportunité qui est beaucoup plus difficile, cette fois-ci, à attracter. On parlait tout à l'heure des clients. Ça, c'était plus, je dirais, on a plus des KPI dans ces cas-là de marketing, très clairement. C'est ça qu'on met en place. C'est pour atteindre des clients avec l'argument d'économie circulaire ou de SG. Avez-vous des KPI? Oui, on a des KPI reliés à l'économie circulaire, reliés à l'environnement en fait, mais ceux qui sont reliés plus spécifiquement à l'économie circulaire, on suit de près, là, mensuellement, la quantité de déchets qui est recyclée. En fait, la quantité qui irait à l'enfouissement, là, donc pourcentage de recyclage vraiment séparé en recyclage pur, là, où la matière est réutilisée, et en valorisation énergétique. On a 0 à l'enfouissement, on s'assure de le maintenir aussi. Et on a aussi un KPI sur la quantité de rebut qui est produite. C'est sûr que la meilleure façon de gérer notre déchet, c'est de ne pas en faire. Fait qu'on veut s'assurer là, de réduire la quantité de déchets qu'on fait. Excellent. Nous, on en a, c'est pas dire une trolley de KPI, là. On est une grosse compagnie, donc on contrôle et on monitore à tous les mois eau, air, électricité, consommation et tout nouveau projet aussi, il faut qu'on fasse le retour en investissement. Donc oui, nous on a déjà la structure, là, ça a pris des années, là, on est rendu à un système mature, donc on a déjà tous les tableaux, tous les chiffres, mais il ne faudrait pas que les personnes ne fassent pas des projets à cause des KPI, parce qu'on ne va pas se le cacher. J'ai environ 5-6 heures par mois que je fais juste remplir des tableaux pour avoir des chiffres pour qu'on donne à notre maison mère. Mais ça, c'est avec un projet mature. Puis pour une petite PME, pas obligé d'aller si gros, là. Nous, on est international, fait que nos maisons mères nous demandent des KPI. Mais oui, ça aide. Juste pour le recyclage, calcule la différence que tu renvoies au recyclage versus ce que tu envoies au vidange, puis et voilà, tu as ton KPI. Après ça, tu peux plus approfondir.
Mais pour quelqu'un qui commence, allez-y basic, puis après ça, ben, vous allez continuer. Nous, on en a beaucoup. Des fois, on en a même trop. Nous, on est rendu dans une période que des fois, je me répète à 3 places pourquoi je le fais. On est là. Donc, il semble en avoir. Est-ce que je comprends qu'il y a une autre question? Sinon, ça va être une question oui ou non, parce que j'ai l'impression qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Hein? Une fois, 2 fois, 3 fois. Merci beaucoup. Merci. Merci surtout aux participants. Merci.